je l'ai fait en me disant de toute façon, on sait jamais. Finalement, j'ai été pris à 3 conférences et je vois qu'il y a du monde en fait. Donc en fait, mon petit message, c'est on a tous des trucs intéressants à dire en fait, hein. N'hésitez pas, enfin postulez au pire, vous ne serez pas pris. C'est d'ailleurs généralement le cas, hein, rassurez-vous. Je suis très généralement pas pris en fait, hein, donc c'est plutôt la règle. Voilà. Je sais plus, le DevFest Nantes, c'était combien de talks ouais, c'est ça, 777 talks proposés. Donc si vous n'êtes pas pris, c'est normal. Hop, j'attaque, ok, j'ai 15 minutes, je vais attaquer tout de suite parce que je vais pas les tenir. Du coup, je vais attaquer tout de suite. Ok, là vous avez le QR code pour les feedbacks. Alors s'il vous plaît, faites-moi des feedbacks. Enfin, et surtout faites-les pour les speakers, c'est hyper intéressant. J'ai mis les liens vers mes slides dans le premier commentaire. Et comme ça, vous pouvez les récupérer facilement. Il y a plein de liens sur mes slides. Et comme ça, si vous voulez chercher un petit peu plus loin, c'est dispo ici. Hop, je vous le laisse scanner. Grouillez-vous quand même parce que j'ai très peu de temps. C'est bon, sinon vous voulez passer après entre vous. Allez, je passe. Enfin, il est encore à la fin. Je m'appelle Antoine Meozon, je suis architecte cloud chez Sphere. Je suis sur la partie vraiment cloud et sur la partie automatisation. Donc très back-end, là, je travaille vraiment sur l'infrastructure cloud en ce moment. Vous voyez avec mes slides, voilà, très très simple en fait, que je suis pas très front-end. Et vous allez voir, tous mes slides sont comme ça. Donc, je vais parler du provisioning de postes, hein. Je vais rentrer tout de suite dans le sujet. Comment j'ai commencé à provisionner mon poste, hein. Je suis arrivé chez Sphere il y a 7 ans, j'ai eu un Mac. Je trouvais ça hyper cool. Et j'ai commencé à investir dans la configuration de mon poste. Et très vite, je me suis dit, en fait, quand on commence à configurer son poste, j'ai pas envie de perdre ma configuration. Et donc j'ai commencé à provisionner ma configuration. Donc ça fait 7 ans d'ailleurs maintenant, hein, que j'ai mon Mac et comme ça je provisionne, enfin j'installe en fait tout mon poste en fait à travers du code. J'utilise Ansible pour automatiser la configuration. C'est pas le truc le plus important, je vais même vous dire de pas forcément utiliser Ansible, c'est pas le sujet de ce talk, c'est plutôt en fait, j'utilisais beaucoup Ansible à cette époque, je l'ai utilisé, j'utilise toujours, mais c'est pas le plus important. J'ai open sourcé ma configuration depuis 2 ans. J'ai 9 likes sur mon repo GitHub. Si je pouvais passer à 10 aujourd'hui, je serais hyper content. Pour faire ça, je me suis inspiré de différents repos. Alors c'est le repo de Jeff Girling, c'est le pape de Ansible, il a fait des bouquins. Alors qui connaît Jeff Girling? C'est les gens qui font du Ansible en fait, hein. Voilà, mais il est hyper connu. Donc il fait un playbook, c'est vraiment voilà, une recette d'installation de Mac. Il a 5600 likes, juste pour installer un Mac. Voilà, donc il y a toujours vous allez voir, je mets chaque fois la popularité en fait de ces repos, c'est assez fou des fois. D'autres sources d'inspiration, dotfiles.github.io, ça c'est vraiment c'est un site communautaire consacré aux dotfiles, donc avec des liens vers des articles, vers des conférences, vers d'autres dotfiles justement, et comment les mecs provisionnent en fait, ou les femmes, excusez-moi, provisionnent leur environnement de travail. Et un dernier repo, celui-là également qui est intéressant, aussi 2000 likes en fait, sur la configuration de son poste. C'est vrai que je l'ai pas appelé .files, je pense que je vais le renommer mon repo parce qu'effectivement tous les gens qui font ça en fait nomment leur repo .files, au moins comme ça on sait de quoi ça parle. Concrètement, comment je fais ça? J'ai 2 commandes que j'utilise, je vais pas dire tous les jours mais toutes les semaines. Macconfig, c'est un alias en fait qui ouvre mon IDE avec ma configuration, je fais mes petites modifications. Macans, j'ai été chercher très loin, ça m'a pris 10 secondes d'inspiration pour retrouver mes alias. Mac Ansible, je mets mon titre de commit, et donc ça va committer, pusher, appliquer ma configuration. Des fois c'est juste pour installer un package, hein. Je m'astreins toujours à ne pas faire brew install, hop, je le mets dans mon truc, je l'installe et hop, c'est parti.
Pourquoi j'ai fait ça? Donc c'était déjà, voilà, quand on commence à investir un peu dans sa configuration, on n'a pas envie de la perdre. Donc c'était déjà pour sauvegarder, pour synchroniser entre mes deux Macs, hein, même si c'est pas le truc le plus important. Surtout que mon autre Mac, je m'en sers pas beaucoup. Mais c'est vrai que réinstaller son poste, en fait, c'est aussi intéressant. Et c'est vraiment ça, en fait, apprendre à maîtriser mon poste de travail, en fait, à vraiment aller chercher les petites options, en fait, hein, qu'on ne connaît pas bien. Ça fourmille, en fait, hein, d'options dans vos outils. L'élément également, c'est améliorer ma productivité. C'était vraiment, en fait, maîtriser ma configuration, rajouter, en fait, les petits éléments dont on a besoin au fil de notre travail. Partager ma connaissance, alors c'est peut-être un peu pompeux comme terme, mais combien de fois j'ai envoyé vraiment un élément sur ma configuration Git pour dire bah, si tu veux faire ça, en fait c'est ça qu'il faut mettre dans ton Git config. Et en relisant d'ailleurs, en repréparant, enfin en rafraîchissant mes slides, j'ai relu des articles, j'ai découvert qu'on pouvait faire par exemple du include dans son Git config. Donc si vous avez un Git config générique et un Git config dédié en fait à votre machine, par exemple, vous pouvez faire un include de fichiers. Alors je ne connaissais même pas en fait. Alors qui connaissait le include dans le Git config? C'est vrai, pas mal quand même. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut provisionner? Donc il y a plein de choses. Les packages. Donc déjà c'est assez simple en fait. Hein. On va installer nos packages. La configuration des applications, on peut configurer le shell, je vais redétailler ça après, des alias, des fonctions qu'on utilise au quotidien en fait, hein, quand vous commencez à avoir des commandes comme ça en fait, que vous vous rappelez systématiquement. Des fois on repasse sur l'historique, qui est déjà fait 10 fois, revenir en haut pour retrouver voilà, la bonne commande. On peut provisionner également son Mac. Alors comment je fais ça déjà? Donc les packages, voilà, c'est juste du Ansible. Encore une fois, Ansible c'est le détail en fait. Hein, mais voilà, j'ai toute ma liste en fait de packages. Hein, donc c'est pas forcément des outils d'ailleurs, comment dire, ligne de commande. Hein, j'ai IntelliJ qui est provisionné aussi avec Brew. Et ici c'est mon petit, comment dire, la task Ansible qui fait l'installation. Mes .files, donc j'ai tous mes fichiers, on appelle ça .files puisque effectivement ça commence par un point, et que vous avez généralement dans votre home ou dans un sous-répertoire de votre home. Quelques exemples, ZSHRC, le guide config que je vais redétailler après parce que je trouve que celui-ci il est vraiment intéressant. Et je vais dire, est-ce que quelqu'un ne fait pas de Git ici? Voilà, j'allais dire, ça c'est comme un truc. Git, c'est l'outil qui fait l'unanimité, tout le monde s'en sert. On peut quand même apprécier ça dans notre communauté où tout le monde se bat sur tous les outils. Au moins celui-ci, tout le monde l'utilise. Donc c'est pas exhaustif. Le tool version, c'est ASDF. Je donne un petit exemple. ASDF, qui connaît ASDF? C'est vraiment trop peu connu comme outil, c'est vraiment génial. Donc encore une fois, c'est vraiment un exemple hein, des outils que je provisionne. Qui a déjà eu besoin d'installer différentes versions d'un outil, genre NPM, Python, Java, Terraform, et donc vous utilisez un Pianv, TF-Switch, il y a ça. Qui a déjà eu besoin de ça? Voilà. Vous pouvez tous les jeter à la poubelle et vous installez ASDF. ASDF, vous mettez un fichier .toolsversion dans votre home et vous pouvez les mettre ensuite dans vos différents projets. Et en fait, ASDF, via des plugins, va appeler la bonne version de votre outil. En fait, il va, depuis l'endroit où vous l'appelez, il va remonter en fait dans le file system, trouver le premier tools version et lancer la version que vous avez spécifiée dans le tools version. Il y a 15 000 plugins en fait pour tous les outils que vous voulez. Et donc vous pouvez utiliser... oula, je suis déjà à la bourre. Vous pouvez en fait switcher de répertoire et appeler la bonne version de votre outil sans devoir réinstaller l'outil. Ça marche en fait avec des wrappers autour de vos outils. C'est vraiment génial. ASDF. Ensuite, vous pouvez retrouver tous mes outils en fait. Hein, c'est sur mon repo open source. Le shell, donc assez rapidement, en fait, on va commencer à provisionner son shell. Donc le bash en fait est assez limité. On va commencer à utiliser ZSH. Enfin ZSH, il y en a d'autres, hein, mais j'utilise ZSH. J'ai découvert OpenZSH. Il y a plein d'outils en fait, hein, franchement, essayez-les. Fish, PowerShell. Alors PowerShell c'est moins populaire généralement, mais franchement ça fait quand même pas mal de taf par rapport à du bash. Le premier truc que j'ai découvert et qui est vraiment encore, enfin je pense que beaucoup connaissent, qui utilise l'autocomplétion dans son shell.
Ok. Alors pour ceux qui n'ont pas levé la main, franchement, c'est le premier truc à faire, c'est vraiment génial. L'autocomplétion, c'est que vous commencez à taper une commande, vous faites Tab, et il va vous proposer les commandes suivantes. Donc c'est compatible avec plein d'outils, Docker, Git, kubectl. Voilà, petit exemple, je vais aller assez vite sur celui-là, mais c'est vraiment le premier truc à activer sur votre shell et qui est hyper pratique. OmsDSH, ça va être une collection d'outils que j'utilise également. 164 étoiles sur Git, ça c'est vraiment ultra connu. Et du coup, il y a plein d'autoutils en fait hyper intéressants avec OmsDSH. Les plugins OmsDSH, il y en a plein. Il y en a plus de 300 plugins sur plein d'outils, Git, etc. Vous pouvez ajouter vos propres plugins. Ma liste est dispo directement ici. Quelques exemples, Colorize, c'est un truc tout bête, mais vous tapez une commande, si jamais elle n'est pas dans votre passe, il va vous la mettre en rouge. Alors c'est tout bête, mais ça vous évite de faire des fautes de frappe quand vous appelez vos commandes. Très simple, ça vous fait gagner pas mal de temps. Git évidemment, macOS, ça rajoute des commandes en fait propres à votre Mac. Power Level DK, ça c'est le prompt. C'est vraiment génial aussi. On doit devoir dépasser derrière les 40 000 likes en fait. C'est un prompt en fait qui va vous donner plein d'informations sur votre repo. Alors par exemple, en fait, vous avez le temps d'exécution de la dernière commande. C'est tout bête. Encore une fois, c'est juste quelques exemples. Le résultat de la dernière commande, tout simple. L'état du repo Git. Alors en fait 90% de ce que vous lisez dans le Git status, vous l'avez en 5 caractères sur Power Level DK. Ça pareil, ça vous fait gagner beaucoup de temps. Donc, et c'est des choses qu'il faut vraiment aller chercher. L'environnement. À quoi ça va ressembler? Ça va ressembler, vous pouvez le personnaliser. Il y a un outil, c'est PDK, j'ai oublié le terme. La commande exacte en fait avec un wizard pour configurer votre prompt. Ces types sont des grands malades parce que la qualité du wizard pour configurer tout ça est complètement dingue. Comment j'ai structuré ensuite mon ZSH? En fait, au début, on va le customiser un petit peu. On va rajouter des commandes en fait dans le ZSHRC. C'est le premier élément en fait qui est lancé. Vous avez bashrc, ZSHRC. Assez rapidement, en fait, je suis arrivé à une certaine limite en fait de bordel en fait, puisque voilà. Donc j'ai distribué. Alors c'est généralement en fait une structure distribuée en fait de fichiers qu'on va retrouver en fait pour charger, configurer son shell. C'est le point d'entrée en fait, pour tous les outils, le chargement de la configuration de votre shell. Et donc justement j'ai distribué les fichiers. À quoi ça ressemble? Je vais avoir toute ma configuration qui va se retrouver en fait avec un système de priorité, et comme ça va s'exécuter dans le bon ordre. On va retrouver généralement cette organisation, ou un truc similaire en fait. Qu'est-ce que ça va contenir? Des variables d'environnement, mais on ne met pas de credentials en clair, voilà. Donc il y a des outils comme Security sur Mac, Bitwarden, qui ont des clés en fait pour aller chercher vos mots de passe. Donc ne les mettez pas en clair en fait, s'il vous plaît, dans vos shells, même si c'est un vœu pieux. Des alias, des scripts en fait qu'on va utiliser en fait, couramment. La configuration du pass, qui a déjà eu des problèmes de pass, c'est-à-dire que vous allez chercher une version de l'outil, en fait il va en chercher un autre. Et en fait vous faites un witch Python, et puis en fait il va vous chercher un truc mais complètement à l'ouest. C'est l'enfer. Quand vous le provisionnez, au moins vous maîtrisez votre configuration et vous pouvez bien mettre les passes dans le bon ordre. L'activation de l'autocomplétion, vous avez plein d'autocomplétion out of the box avec OmsDSH, mais des fois tout n'y est pas, vous avez besoin de l'activer en plus, vous pouvez le mettre ici. Et puis des configurations spécifiques. Quelques exemples de ce que je mets, en fait, AutoJump, c'est un autre outil, en fait, je l'ai activé, je mets un fichier en fait qui va faire l'activation, Ansible, Power Level DK pour l'activation, là ici également Gcloud, c'est les trucs que j'ai rajoutés en fait, quelques alias à moi, en fait, voilà, c'est quelques exemples, mais voilà, vous pouvez l'activer facilement. Vous pouvez également provisionner toute la configuration de votre Mac. Alors, ceux qui font du Windows, je n'ai pas trouvé l'équivalent de ça pour Windows, mais je pense que ça existe. Je parle beaucoup de Mac, mais c'est vrai que tous ces principes-là sont également accessibles sur Windows. Vous avez une commande qui s'appelle Defaults sur Mac et qui va permettre de provisionner vraiment toute la configuration de votre poste.
Quelques exemples. Vous avez la manière dont le doc en bas, le raccourci en fait se comporte. En fait, c'est ce qui va se masquer. Voilà. Est-ce qu'on va afficher les fichiers cachés? Voilà, c'est des éléments en fait. Bon, c'est tout bête en fait, hein, mais vous avez plein d'exemples. Alors, vous avez ici un bon exemple en fait, hein, celui-ci avec plein de fichiers, et vous avez carrément un site qui est consacré à toute la configuration de votre Mac. Et donc ça c'est pour la configuration de votre Mac, mais en fait il y a plein d'applications qui se basent sur la configuration qui est stockée dans Default, que vous pouvez surcharger. Donc même la configuration de pas mal d'applications, vous pouvez la surcharger avec Default. Un petit exemple, je suis à la bourre donc je vais me dépêcher. Git config. Donc il y a beaucoup de gens qui ne maîtrisent pas suffisamment en fait leur git config. Il y a plein de choses que vous pouvez configurer dans git config. Par exemple en fait c'est pour les credentials en fait utiliser l'OS Kitchen, et ça veut dire que les credentials vont se stocker directement dans le trousseau de clés de votre Mac. C'est beaucoup plus pratique. La signature de clé GPG, c'est-à-dire que vous pouvez signer vos commits et comme ça vous assurez que personne ne puisse usurper votre nom. Ça je le conseille également. Qui s'est déjà fait avoir en fait en faisant un git pull sur une branche? Vous travaillez avec un collègue et quand Git récupère, je vois un sourire là-bas, et il doit y en avoir d'autres, en fait par défaut Git fait un merge, vous avez un historique dégueulasse. Donc en fait vous pouvez faire git pull --rebase ou vous mettez directement ici pull rebase égale true et ça va être le comportement par défaut. C'est quand même beaucoup plus pratique. Franchement, la première fois j'ai envoyé ça à des collègues, on fait wow, c'est trop pratique. Le git ignore, s'il vous plaît, configurez le git ignore. Vous pouvez configurer un git ignore global et comme ça vous mettez logiquement tout ce qui est propre à votre OS et à vos IDE, vous les mettez dans votre git ignore et comme ça on arrête, hein, s'il vous plaît, de retrouver des DS store dans tous les repos, il y en a marre. Voilà. Le conventional commit, s'il vous plaît, faites du conventional commit, c'est hyper pratique. Donc vous pouvez mettre un message un template en fait, de commit. Et donc ça c'est le template de conventional commit et comme ça c'est compatible dans votre IDE, vous committez, vous avez ce petit template, comme ça vous fait un petit rappel comment on fait du conventional commit et voilà, on n'en parle plus. Conclusion, qu'est-ce que ça m'a apporté en fait, hein. Vraiment ça m'a permis de capitaliser sur ma configuration, de le partager. Donc je peux vraiment aller loin en fait dans ma configuration, je sais que je vais la garder. Je peux même essayer des trucs et revenir en arrière, ça c'est aussi pratique. Donc vraiment approfondir ma connaissance de mes outils, notamment Git en fait, hein, où j'ai fait quand même pas mal de choses. On peut capitaliser sur sa configuration. Et voilà. Et donc on peut améliorer la sécurité quand on fait ça. On va utiliser le trousseau de clés de Mac, on va utiliser des outils comme Bitwarden pour charger les secrets par exemple. Enfin, c'est plus simple en fait quand on provisionne son poste. Quelques conseils pour démarrer. Surtout, n'utilisez pas un projet tout fait, vous allez être perdu. Si vous commencez, en fait, ça provisionne tellement de choses que vous allez complètement perdu en fait sur votre configuration. Commencez avec un tout petit projet, vous provisionnez un élément et partez de ça et après allez lire d'autres repos et vous inspirer et récupérer pour vous, mais faites votre projet personnel, ne partez pas sur un projet tout fait en fait, c'est mon conseil. Ansible peut être overkill, effectivement, il y a un ticket d'entrée quand même pour utiliser, pour comprendre la configuration de Ansible, c'est pas forcément l'intérêt de l'utiliser ici. Par contre, un conseil, utilisez 2 alias, un pour l'ouvrir votre configuration, un pour l'appliquer. Et c'est ce que j'utilise en fait, ça marche très bien. Le site .files.github.io, pour moi, c'est la meilleure source d'informations. Je passe toujours par ce site pour aller chercher des informations. Il y a 2 outils populaires qui sont consacrés à ça. C'est Macup et Chez moi. Et qui se chargent en fait de faire la configuration de votre poste. Alors je ne les utilise pas, mais en tout cas ils sont plutôt populaires. Pour aller un peu plus loin, il faudrait écrire des tests, hein, mais je ne l'ai pas fait. Utilisez Nix, parce que c'est également populaire. Attention, alors j'ai 2 collègues juste devant, et alors j'ai pas fait exprès, parce que j'ai fait des slides bien avant d'être pris pour ce talk, mais donc il y a DevEnv en fait aussi qui est une extension, en fait c'est un outil pour provisionner son poste de travail que je connais pas du tout et que je vais aller voir. Donc ils font un atelier demain en fait sur DevEnv. L'autre possibilité en fait c'est d'utiliser des idées en ligne comme Codespace. Il y en a d'autres, Gitpod si je dis pas de conneries. Voilà, je dis pas de conneries. Voilà, merci. J'ai pas tenu le délai.
Mais voilà. Donc n'hésitez pas, les slides sont disponibles sur OpenFeedback. Et si vous avez des questions, je serai à côté.